You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. You are the one thing in my way. Bonjour, merci de m'accueillir. Je suis ravi d'être ici. J'ai découvert vos entrepôts il y a un quart d'heure, 20 minutes. J'étais très impressionné. Il n'y a pas un effet d'écho là? Non, c'est bon. Mon métier, moi, c'est de faire de la prospective, c'est-à-dire d'accompagner des grosses boîtes pour imaginer ce que c'est que demain. Donc c'est plutôt international. Donc c'est Renault qui m'envoie en Afrique pour me demander c'est quoi une ville africaine dans 20 ans. Et en gros, ça pourrait vouloir dire quoi si on pense à la voiture de demain. Ça peut être Decathlon qui m'envoie en Inde en me disant c'est quoi le sport dans un pays indien ou dans un pays arabe dans 20 ans. Voilà, c'est de voyager et c'est d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est en train de changer radicalement. Ça change nos façons de travailler, d'habiter, de consommer, de bouger. Mais surtout, ce qui est étonnant, c'est qu'en fin de compte, on est en train de sortir d'une histoire qui était en fin de compte qui était assez vieille, qui était une histoire qui a 2 siècles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, aujourd'hui, on vit dans un monde qui s'est inventé il y a 2 siècles. C'est-à-dire que c'est un monde qui s'est inventé. J'espère que les visuels sont assez forts et que vous les voyez. Peut-être que si on éteignait la lumière, ou peut-être qu'on verrait mieux, non? S'il n'y a pas un effet de... Enfin, je ne sais pas. Dites-moi, vous voyez bien les images ou... Oui, c'est bon, ok. Si vous regardez, en fin de compte, ces images, elles datent de la fin du 19e siècle. C'est là qu'on invente l'appartement haussmannien. En gros, vous prenez un appartement haussmannien de l'époque et un appartement aujourd'hui vendu par Bouygues ou pour un Nexity, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Un promoteur immobilier n'a absolument pas, n'a rien inventé. La seule différence, c'est la salle de bain. À l'époque, il n'y avait pas de salle de bain, quasiment, même pour le bourgeois de premier étage. Et puis, c'est là que s'inventent tous les lieux qui sont les lieux de notre modernité, c'est-à-dire l'appartement qui ne sert qu'à habiter, le grand magasin, la locomotive, le début de la voiture. Tous les codes aujourd'hui sur lesquels on vit, ce sont des codes qui s'inventent à cette époque-là. C'est-à-dire que c'est la fin du monde agricole, quasiment, et puis c'est la fin du monde féodal. Et on invente une nouvelle ville qui est ce monde dans lequel on vit. Appartement, on en parlait, voilà ce que ça donne. Aujourd'hui, vous prenez une plaquette de promoteur, vous avez à peu près les mêmes codes. La seule révolution, ça va être l'ascenseur, qui va permettre ensuite de monter le bourgeois un peu plus haut. Mais à l'époque, le bourgeois, on le séduit en disant tu t'installes au premier étage, tu auras le nez dans les arbres. Aujourd'hui, on lui dit tu montes en haut, tu mettras des fleurs sur ton balcon ou tu mettras des fleurs là-haut sur ta terrasse. Mais globalement, vous voyez que les façades n'ont pas changé et que les espaces n'ont pas changé. C'est le salon, la cuisine, une chambre pour les parents, une chambre pour les enfants. Et en gros, ça se limite à peu près à ça. Voilà. C'est là que s'invente l'usine, donc le modèle industriel tel que vous le connaissez, tel que vous l'avez dans vos entrepôts, l'automatisation, le travail plus ou moins à la chaîne. Tout ça, ça s'invente il y a 1 siècle et demi. Ensuite, ça se modernise. C'est des robots qui font plus ou moins le travail. Mais c'est à cette époque-là que ça se fait. Avant, il n'y a pas cette industrie, il n'y a pas ces grands ensembles, il n'y a pas ces entrepôts, il n'y a pas tout ce monde dans lequel vous évoluez, dans lequel on évolue tous sur le plan industriel régulièrement. Et puis, c'est là que s'inventent 2 moyens qui vont changer la ville. L'ascenseur, c'est-à-dire la ville permet de monter. Vous n'avez pas de ville américaine, vous n'avez pas New York si vous n'avez pas d'ascenseur. Donc la ville monte. Et puis surtout, s'étale, c'est le train. Donc la ville prend de l'aisance. Et puis dans le même temps, ça sera la voiture. Voilà. Donc tout ça, ça se passe en gros entre 1870 et 1900. Donc aujourd'hui, on nous dit qu'on vit une révolution. Ces gens-là ont vécu une révolution énorme. Ils ont découvert l'électricité, ils ont découvert la voiture, ils ont découvert la vapeur, ils ont découvert l'ascenseur, ils ont découvert l'eau chaude, ils ont découvert tout ce qui fait notre modernité aujourd'hui. Ils l'ont pris en 30 ans. Donc il faut relativiser la révolution qu'on vit aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne parle que d'écran. On va changer, on va en parler, mais ça secoue déjà pas mal depuis 20 ans avec Internet et de nouvelles technologies. La première révolution industrielle, ou la deuxième selon le paramètre qu'on met, en tout cas de cette époque-là, c'est énorme et ça a changé la ville. Voilà. Après, ça va juste se poursuivre. Si vous prenez la France des années 60 telle qu'on nous la présente, c'est pas un grand magasin qui s'appelle Le Bon Marché, c'est un Carrefour ou un Leroy Merlin ou un Auchan, tout ce que vous voulez. Mais vous voyez que les codes, en gros, n'ont pas changé. On est à peu près sur les mêmes codes. Moi, ma conviction, c'est que cette grille de lecture, elle est en train de mourir. C'est quoi cette grille de lecture? C'était une ville où, en fin de compte, tout était bien réparti. Il y avait un endroit où j'habitais, c'était l'habitat. Il y avait un endroit où je travaillais. Il y avait un endroit où je consommais. Il y avait un endroit où je faisais du sport. Il y avait un endroit où je m'amusais, c'était les cinémas. Donc tout ça était très éclaté. Et en fin de compte, vous aviez des lieux qui étaient très spécialisés. Et vous alliez d'un lieu spécialisé à un lieu spécialisé via les transports. On ne parlait pas de mobilité à l'époque, on parlait de transport.
Voilà. Et donc tout était extrêmement réparti et tout était très clair. Aujourd'hui, cette grille de lecture, elle ne fonctionne plus parce qu'on est en train de vivre une révolution industrielle, et tous à notre échelle, qui est simplement la révolution du numérique. Concrètement, la révolution du numérique, c'est quoi? C'est notre téléphone et c'est notre ordinateur portable. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on bouge, on ne cesse de bouger et on fait ce qu'on veut où on veut. Quand vous vous installez avec votre ordinateur dans votre cuisine, c'est plus une cuisine, c'est un bureau. Quand votre gamin regarde un film dans sa chambre, il est en train de réimporter le modèle du salon que vous avez connu il y a 20 ou 25 ans dans sa chambre. Comment je détermine une pièce? C'est quoi une pièce? C'est quoi une cuisine? C'est quoi une chambre? À partir du moment, avec la connectique, je fais ce que je veux. La vraie révolution, c'est qu'en fin de compte, pour penser la ville, pour penser l'habitat, on ne va plus s'intéresser au lieu fixe, on va s'intéresser à l'individu. C'est vous, aujourd'hui, qui êtes au centre de la carte. Je fais souvent un parallèle. Il y a 20 ans, vous étiez perdu en voiture, vous dépliez la carte Michelin, vous cherchiez où vous étiez. Aujourd'hui, vous prenez votre téléphone, vous êtes au centre de la carte. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le monde autour de vous, il s'organise par rapport à vous. Alors qu'historiquement, depuis plusieurs siècles, c'est vous qui vous pensiez la ville par rapport à la façon dont elle s'organisait. Et aujourd'hui, parce que depuis 20 ans, vous avez goûté à cet objet qui est le téléphone qui permet de tout faire où on veut, quand on veut, vous voulez que la ville s'organise par rapport à vous. C'est-à-dire que le rapport de force est en train de changer. Une anecdote, nous, la SNCF, moi je travaille avec la SNCF il y a 10 ans, ou une quinzaine d'années, on a voulu se faire peur sur le TGV. C'est quoi le TGV du futur? On a pensé TGV, on a pensé train, on a pensé gare. On n'a pas pensé Blablacar. Vous prenez une carte aujourd'hui sur, mettons, Paris, je veux aller de Paris à Creil. Vous regardez la SNCF, vous n'avez qu'une gare, c'est la gare du Nord. Vous regardez Blablacar, vous avez plein d'étoiles, vous avez plein de portes d'accès. C'est-à-dire que le monde du 19e siècle, le monde de la SNCF, c'est, je pense, du fixe, je pense, une technique. Le monde d'aujourd'hui, c'est de la connexion, c'est de l'informel. On est aujourd'hui, on va avoir de plus en plus de mal parce qu'on va avoir du bâti qui date d'il y a 1 siècle, qui a 2 siècles, même un peu plus vieux, souvent. Mais on a des modes de vie qui ne correspondent pas au bâti. Et donc ça va être une véritable difficulté. Voilà. On le voit très bien à travers le piéton. Le piéton, aujourd'hui, ce n'est pas un piéton, c'est une PME ambulante. Quand vous êtes dans la rue avec votre téléphone, vous pouvez tout faire. Moi, il y a encore un commerçant qui me disait l'autre jour à une CCI, « Mais monsieur, je suis l'emplacement numéro 1 de ma ville. » Je lui dis, « De quoi tu me parles ?» La moitié des gamins qui passent devant ta vitrine ne la voient pas, ils ont le nez dans leur téléphone. Ils ne rentrent même pas dans ta boutique. C'est quoi aujourd'hui une approche qui serait fondée sur le fixe? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les imaginaires et les références, elles passent par la connectique. Moi, j'ai 2 filles, une de 23 et une de 21, qui sont plus ou moins à la maison. Mais la maison, c'est devenu une plateforme logistique. Elles passent leur temps à vendre des fringues, à les racheter, et leur chambre, en fin de compte, c'est un magasin. C'est-à-dire qu'elles sont non seulement elles sont consommatrices, mais elles sont vendeuses. Ce sont plus ou moins les concurrents de la grande distribution. C'est-à-dire qu'on a tous repris, via la connectique, le pouvoir. On peut devenir tous potentiellement hôteliers, il suffit juste qu'on mette notre appartement sur Airbnb. C'est-à-dire que par la connectique, on est en train de faire péter tous les schémas traditionnels de ce qui était là avant, en gros, depuis, on va mettre la barrière il y a 2 siècles. Voilà. Et puis, si vous regardez Pokémon Go, un gamin aujourd'hui considère que la rue, c'est une salle de jeu, il n'a pas de problème avec ça. Il n'y a pas d'un côté le virtuel et puis de l'autre côté le réel. Pour lui, tout ça est lié et il n'a aucun problème pour s'adapter à tout ça. Voilà. Alors, ça veut dire que le corps en mouvement va devenir de plus en plus important. Pourquoi? Parce qu'avant, si vous voulez, en tant qu'individu, vous alliez à l'usine, vous alliez au travail, vous alliez à l'école et tout ça, on va continuer à y aller. Mais parallèlement aujourd'hui, vous avez, tous ces éléments potentiellement à la poche. Vous demandiez il y a 20 ans à quelqu'un c'est quoi la liberté, il vous disait, mettons, les loisirs, la liberté, la mobilité, il disait ma voiture et puis mon autoradio. Aujourd'hui, il dit ma basket et mon téléphone. Il l'associe même pas à une machine, il l'associe à son corps, un gamin. Bon, il y a une bagnole, je le prends, il y a le train, je le prends, ok. Mais en tout cas, le sentiment de possession est radicalement différent. C'est-à-dire qu'il repense, en fin de compte, la ville et ses pratiques autour de lui. Et puis demain, ça va s'accentuer avec la réalité virtuelle. Voilà. Et c'est une difficulté pour tous les acteurs. Hein. C'est-à-dire qu'on va passer d'une société qui était sur le fixe à des individus qui vont être de plus en plus libres, de plus en plus mobiles. On le voit très bêtement dans des tas de pays qui ont découvert la voiture et le téléphone mobile en même temps. Je pense notamment à la Chine. Et là, je vous montre juste des photos prises à Hong Kong c'était en 2014, il y a 3 ans maintenant. Des jeunes de Hong Kong manifestent contre la mainmise de la Chine communiste sur Hong Kong, qui voulait accentuer sa mainmise à l'occasion des élections. Ils manifestent. Bon, ce n'est pas les manifestations à la française. Ils occupent la rue. Mais cette génération-là de Hong Kong, ils n'ont pas de problème. D'abord, ils sont élevés avec le téléphone. C'est-à-dire que quand ils arrivent dans la rue, ils disent on va s'installer dans la rue, on va mettre des tentes, et puis on va travailler. Donc, ils ont installé des bureaux au bout de 2 jours.
C'est-à-dire que pour eux, il n'y a pas d'un côté l'école et puis l'habitat, et puis de l'autre côté, il y a la rue qui n'est qu'un espace de passage. Non, ça fait 20 ans qu'ils bossent dans les cafés. Ça fait 20 ans qu'ils bossent au Starbucks. Ça fait 20 ans que quand vous êtes paumé à Singapour, à Jakarta, le gamin, il vous sort son téléphone, il vous montre où vous êtes. C'est le modèle japonais, pas de carte, tout ça. C'est le téléphone qui aujourd'hui est devenu le centre. Donc, leur dire un trottoir, c'est un lieu de travail, il n'y a pas de problème. Vous regardez les terrasses de plein de cafés, aujourd'hui, c'est devenu lieu de travail. Est-ce que comment les gens travaillent et tout? C'est-à-dire qu'il n'y a plus cette scission pour un certain nombre d'activités qui s'est faite de façon traditionnelle. Quand vous... Oula, c'est pas moi ça. Merci. Aujourd'hui, là, je me suis amusé à mélanger dans ces photos des photos des bureaux ça c'est... Je vais me mettre là. Voilà. Ça, ce sont des bureaux qui sont en construction à Berlin. C'est un groupe de presse, le groupe Springer, ceux qui font Bild, enfin ils ont plein de titres. Voilà. Et puis à côté, je vous ai mis des aéroports. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, quand on réfléchit au bureau de demain, au lieu du travail, on est sur des lieux de fluidité. On sait qu'aujourd'hui, en gros, un actif sur 3 passe en gros au minimum une journée par tous les 15 jours pour un type de population en dehors de son bureau. De moins en moins, le bureau est lié à une histoire de mètres carrés. C'est lié à une histoire de connectique. Là, j'ai accompagné le mois dernier un fonds d'investissement d'Abu Dhabi qui fait une tour à la Défense. Je leur dis franchement ce que je pensais, c'est-à-dire que je pense que c'est un contresens. Aujourd'hui, est-ce que c'est encore un sens de faire des tours de bureau? On voit bien qu'on a un modèle éclaté. Est-ce que c'est encore un sens que tout le monde arrive à 9 h à la même heure dans du bureau et reparte à 5 h le soir? C'est juste une approche foncière et immobilière, mais ce n'est pas du tout une approche sur les modes de vie. Donc on a repensé complètement la tour. Mais on voit bien aujourd'hui que tout lieu est devenu un lieu de transit. On voit bien que c'est un lieu de passage. Avant, on disait il y a un lieu de destination et puis il y a un lieu où on vit. Puis entre les deux, on nous a dit il y a des tiers-lieux qui sont des lieux qui servent à tout. Mais tout sert à tout aujourd'hui. Et on va voir que sur l'habitat, ça a évidemment beaucoup d'influence. Quand vous allez dans les centres commerciaux américains, vous avez des bureaux. Ça, c'est Bespoke, c'est une chaîne de bureaux qui s'est montée dans les centres américains. Ça, c'est celui de San Francisco. Mais c'est un bureau qui n'est pas un bureau. C'est-à-dire qu'en fin de compte, il y a un mur d'escalade, vous pouvez escalader, il y a des douches, il y a des canapés et tout. Mais c'est tout le temps plein. Toutes les salles de réunion sont prises en permanence. Les gens bossent, se connectent, échangent. C'est-à-dire que le numérique aujourd'hui, ça c'est juste la première étape, est en train de nous faire éclater le lieu du travail. Voilà. Juste quand on dit le corps est important, là je me suis amusé à vous mettre quelqu'un qui est en train de lire un rapport dans une salle de gym, et puis à côté, en dessous, là, les Américains qui ne font pas assez de sport s'achètent des tapis roulants, puis ils marchent, ils écrivent en marchant. Je ne fais pas l'apologie de ce phénomène-là. Mais la fille qui est là, elle travaille ou elle fait du sport? La fille qui est en dessous, elle travaille ou elle fait du sport? Celle qui est en haut, elle est en salle de gym. Celle qui est en bas, elle est aujourd'hui au travail. Vous rentrez dans un bureau aujourd'hui, les 3/4 des gamins, ils ont des casques. On ne sait pas ce qu'ils écoutent, on ne sait pas ce qu'ils font. C'est-à-dire qu'avant, quand on était au bureau, on ne faisait que travailler. On voit qu'aujourd'hui, dans les bureaux, je précise bien dans les bureaux, pour l'instant, c'est quelque chose qui est en train d'être de plus en plus en train de se diluer. Je vous ai mis à côté une chaîne qui s'est montée aux États-Unis, qui marche aussi très, très bien, qui est Workspace. C'est quoi? C'est une salle de gym avec des murs d'escalade. Vous la louez ou vous la louez pas, vous débarquez avec vos copains, vous bossez à 7 ou 8, c'est comme un bistrot. Après, vous en avez marre, vous allez faire de l'escalade, vous prenez une douche et vous vous remettez à bosser. Les mecs marchent vachement bien. C'est pas je vais faire du sport entre midi et 2. Non, je m'organise à peu près autrement. Et ça, il y en a partout, éclaté dans la ville. Donc on voit bien qu'on va avoir ce modèle-là, il va arriver sur le modèle industriel, il va arriver sur d'autres modèles. On est en train de faire éclater. Alors, ça nous pose des problèmes parce que nos concepts, nos approches, elles ne marchent pas aussi bien. On fait tout partout, donc on a de plus en plus de mal à le définir. On a la même chose sur les universités, et ça, c'est la génération des gamins qui sont aujourd'hui à l'école. Je vous ai mis là, le PFL, c'est l'école polytechnique de Lausanne. Ils ont des bâtiments où il n'y a même pas de salle de cours. Il y a des espaces où on fait cours, mais les gamins, ils se prennent avec des fat boys, il y a des connexions partout. Il n'y a plus de salle de cours. L'idée d'être assis pour eux, de manière, ça leur est insupportable. Je m'avachis. Vous savez que le canapé est devenu confortable grâce à la télévision. Avant le canapé, c'était un modèle bourgeois, les femmes avaient des jupes, jusqu'aux années 60-70, on était face à face, on se tenait bien, on se tenait droit. Peu à peu, il n'y avait plus personne en face, c'était un écran de télé, donc on s'est avachi dans le canapé. Voilà. Et aujourd'hui, les gamins qui ont été élevés avec un ordinateur, regardez comment ils sont sur leur lit, ils font tout sur leur lit. Ils bossent sur leur lit, ils écoutent de la musique. Etc. Donc la position d'assise, la façon de se comporter est radicalement différente. Vous faites une salle d'attente dans un aéroport australien, l'Australien de moins de 25 ans, il n'est même pas sur une chaise. Il est avachi par terre.
On a une autre posture, on a une autre façon de s'asseoir, d'écrire, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de tiens-toi droit, les coudes sur la table, tout ce qu'on nous a raconté pendant très longtemps. On voit bien qu'aujourd'hui, c'est en train de craquer, ça. L'industrie du meuble raconte ça très bien. Si vous travaillez avec les gens du VIA, vous voyez tout ça. Parallèlement, les gamins, ça c'est une autre expérience, mais qui est passionnante, c'est UCLA, donc la fameuse université de Los Angeles. Ils étaient dans des bâtiments traditionnels, école d'architecture, avec des amphis, tout ça. Les gamins ont dit, il y a 5 ans, c'est pas possible. On ne peut pas vivre, nous, là-dedans. On ne sait pas travailler là-dedans. Qu'est-ce qu'a fait UCLA qui est riche? Ils ont racheté l'ancien hangar de Howard Hughes, là où il faisait ses avions, sur le port de Los Angeles. Ils ont laissé les gamins s'installer. Les gamins, ils ont installé, ils ont mis, en fin de compte, des salles, la photo du milieu, où, en fin de compte, il y a des bureaux. Au fond, il y a des imprimantes 3D, des robots, et puis il y a une salle d'amphi. Et ça marche très, très bien. Les 3/4 des gamins viennent 1 ou 2 jours par semaine là. Ils n'ont pas besoin de se retrouver toujours tous en même temps. Voilà. Donc l'approche d'un lieu universitaire est radicalement différente. Alors aujourd'hui, ça pose plein de problèmes à l'université française. C'est quoi une université demain? Comment je pense? Comment je travaille? Est-ce que je peux continuer à faire des amphis? On voit bien qu'on est en train de basculer peu à peu parce qu'aujourd'hui, on veut tout faire partout. Voilà. Ce qui fait que quand vous essayez de regarder un peu ce que font les startups, je n'idéalise pas la startup, je ne suis pas dupe du modèle social de la startup, mais quand vous regardez en gros comment s'organisent les espaces, vous voyez que c'est un modèle complètement éclaté. Est-ce que là, je suis au bureau ou est-ce que là, je suis au travail? Il y a des salles de sieste, il y a tout ça. Moi, j'ai la chance depuis 2 mois d'être hébergé par Renault. Renault a pris une concession automobile rue Amelot, à Paris, dans le 11e, entre le Bataclan et le circuit d'hiver. Ils nous ont filé 13 000 m². Ils ont contacté 10 boîtes, dont la mienne, en nous disant on vous offre 13 000 m², vous vous installez comme vous voulez. Donc, je suis le plus vieux. Je pourrais être le père de la moitié des gamins qui sont là. J'apprends plein de nouveaux mots tous les jours. C'est bien parce que par rapport à mes enfants, je ne fais pas trop con. Mais je veux dire, le mode d'organisation, le mode est radicalement différent. Et il travaille très bien. Mais on n'est pas du tout sur des approches traditionnelles. Et ça fait tellement waouh que le comité de direction de Renault vient régulièrement là. Lundi, je sais qu'il y a le board de Hermès. Pour moi, Hermès, vous voyez, c'était la boîte bornée. Ils viennent là, un peu, on est devenu le zoo. Vous voyez, on est devenu le laboratoire, on va venir nous voir comment on travaille. Bon, je n'aurai pas la chance d'être au bureau lundi, mais j'y suis pas souvent. Mais voyez bien que dès que vous avez des nouveaux modèles un peu disruptifs, on comprend bien que tout ça, aujourd'hui, les gens adhèrent. Voilà. Il n'y a pas de rupture parce que aujourd'hui, c'est en tendance. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez des espaces qui sont des espaces de coworking, de co-living. Je ne vais pas vous embêter avec ça, mais en gros, on a extrêmement du mal à dire ce que c'est qu'un bâtiment, qu'est-ce qu'on doit offrir, comment on doit organiser un immeuble. Je parlais d'Haussmann tout à l'heure, mais le modèle, par exemple, qui a fait qu'on a pu construire des tours à New York, c'est le modèle de l'hôtel. Vous imaginez le choc, il a fallu expliquer à des New-Yorkais qui étaient riches, qui vivaient dans les petites maisons de 2 étages, tu vas vivre au 35e étage. C'est autre chose qu'un tweet. Ça, c'est une vraie révolution, ça. Voilà, ça se passe début du 20e, fin du 19e, début du 20e. Nous, on a Haussmann qui fait plaisir aux bobos parisiens. Aux États-Unis, ils vivent sur la mobilité, donc on fait de l'hôtel le modèle. En disant, en fin de compte, dans un immeuble, on peut avoir tous les services. Donc vous pouvez mettre votre wagon en bas, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de voiture, les gens avaient des wagons. C'est pour ça que l'hôtel, le Waldorf Astoria, est près de la gare, mais ça, c'était une exception. Et puis ensuite, vous avez des salles de gym, vous avez des cuisines, vous avez des appartements, vous avez des salles de spectacle dans les étages. C'est-à-dire que l'immeuble est conçu comme une ville. Et c'est pour ça qu'on met un doorman en bas, et c'est pour ça que quand vous allez Park Avenue à New York, les gens ont des doormans. C'est-à-dire que c'est l'hôtel qui est le modèle. Voilà. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que c'est l'hôtel qui devient le modèle dans le collectif. Nous, moi, je réponds avec BNP, la Réinventons la métropole. On est en train de penser les immeubles, pas à travers des histoires de logements traditionnels. D'abord, le logement, on va l'éclater. On va mettre une pièce là, une pièce là. On va réinventer la chambre de bonne, on va réinventer le garage. Voilà. Et puis, on va mettre de plus en plus de services. Donc, on voit bien que le bâti traditionnel, je pense bureau, je pense habitat, je pense loisirs, tout ça est en train de se brouiller. Voilà. Et on voit bien aujourd'hui qu'il y a des tas d'acteurs qui ne sont pas des hôteliers, qui ne sont pas des promoteurs de l'habitat, qui sont en train d'inventer de nouveaux modèles. Bon. Et puis pour comprendre, pour vous dire à quelle vitesse ça bouge, quand Accor a été secoué un peu par Airbnb, donc cette chaîne qui vous permet de louer votre appartement comme un hôtel, à Paris, rien que ça, c'est 22 000 logements à Paris qui sont sur Airbnb. À côté de ça, vous avez 800 hôtels. Vous voyez le rapport de force, grâce juste au téléphone et à la connexion. Qu'est-ce que va nous sortir le mois prochain le groupe Accor, donc pour concurrencer Airbnb? Il lance une nouvelle chaîne qui s'appelle Joe & Joe. C'est quoi? Ce sont des espaces ouverts où, en fin de compte, vous organisez votre chambre comme vous voulez. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'aujourd'hui, s'ils veulent séduire les jeunes, ils ne peuvent pas dire « toi, tu te mets dans telle chambre, toi, dans telle chambre ». Non, c'est open space. C'est de l'expérimentation.
C'est une première étape, mais c'est déjà une étape importante. Et parallèlement, tous les hôtels Accor vont servir de conciergerie au quartier. Pas simplement les Joenjo, mais les Novotel, les Sofitel, les Mercure. C'est-à-dire, en gros, en disant, mais on a un espace de service en bas, pourquoi on n'en fait pas profiter tous les gens du quartier? En gros, je laisse mes clés parce qu'il y a le plombier qui passe à 6 heures ce soir et je serai au sport. C'est l'hôtel qui va garder, accord de confiance, et qui va s'occuper de ça. Donc on voit bien qu'aujourd'hui, on a des rapports à l'espace qui vont commencer à bouger, des rapports de services qui sont en train de bouger, et qui vont en train de changer radicalement les choses. Bon. Et puis quand vous regardez le nouveau siège de Google, ils vous racontent qu'aujourd'hui, ils ne veulent pas un siège qui soit fixe, ils veulent un siège qui puisse évoluer de façon régulière, c'est-à-dire avec un bulbe, et puis à l'intérieur, en gros, de l'Algeco que je pourrais ranger, ou du Lego, c'est du modèle de la mobilité traditionnelle. Aujourd'hui, ce qui est en pleine croissance, c'est tout ce qui est conteneur, tout ce qui est caravane, tout ce qui permet d'être évolutif. Le Box Park, c'est un centre commercial à Londres. Il y en a 5 qui se préparent, dont 2 qui vont arriver en France. C'est du conteneur. Je m'installe, je reste 6 mois, je reste 1 an, je repars, parce qu'en fin de compte, ça vaut le coup, ça ne vaut pas le coup. En tout cas, je raconte une autre histoire que l'immobilier commercial tel qu'on le connaît. Voilà. Et puis aujourd'hui, on voit que en pleine croissance aujourd'hui, c'est tout ce qui est la mobilité autour du mobile home et tout, notamment aux États-Unis. Ça, c'est juste un zoom, mais c'est intéressant. C'est-à-dire que nous, on est un peu biaisé sur la mobilité parce que quand on pense mobile home, on pense au Rhum. Je pense à ça parce qu'en arrivant de Creil là, en voiture, j'ai cru comprendre qu'il y avait un camp de Rhum à côté de ça, hein, près d'un rond-point là. Voilà. Mais oublions ça, ne nous polarisons pas sur cette population. Mais en tout cas, on voit aujourd'hui que c'est quelque chose qui est en train de bouger. Alors, on a de plus en plus de mal parce qu'on ne sait pas comment définir. C'est-à-dire que là, je vous ai mis volontairement des photos d'habitat et des photos. Voilà. Juste un exemple. Ça, vous êtes où là? Je suis au bureau ou je suis chez moi? Ça, c'est le siège du Airbnb. Ils ont organisé exactement tout comme chez eux. La fille a fait quoi là, dans sa salle, dans sa cuisine? On n'en sait rien. Le garage, aujourd'hui, il est valorisé par Nissan aux États-Unis en disant, mais dans le garage, vous pouvez tout faire. Vous pouvez aussi aujourd'hui louer votre appartement comme bureau. C'est-à-dire, c'est Airbnb, mais vous louez que la journée et vous avez des réunions, vous louez votre salon, c'est-à-dire vous le louez comme un espace. Je ne fais pas l'apologie de ce mouvement-là, mais je dis que les frontières sont en train de se casser la figure et qu'on a de plus en plus de mal à le terminer. Quand vous regardez des photos comme ça, je suis où là? Je suis dans le salon, je suis dans ma chambre, je suis où? J'en sais rien. Parce qu'aujourd'hui, je fais tout n'importe où. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, la segmentation chambre-salon et tout a encore un sens? Évidemment que non. Est-ce qu'on peut continuer à mettre des adolescents dans des chambres de 9 mètres carrés ou 10 mètres carrés? Évidemment que non. Parce qu'aujourd'hui, en fin de compte, vous n'avez pas des pièces spécialisées, vous avez des mini-lofts. Et c'est un phénomène qui vient de loin. Il y avait déjà une quinzaine d'années, vous aviez 40% des deuxièmes postes de télévision qui étaient déjà dans les cuisines. Donc la cuisine comme espace de cuisine, c'était déjà mort depuis un certain temps. C'est une pièce de convivialité. Donc on va avoir de plus en plus de mal via le numérique à penser ça. Là, la même chose. Là, je suis où? Je vous mets au défi de me dire si vous êtes dans un bureau ou si vous êtes chez vous en train de travailler. Quand vous regardez une chambre de gamin, vous avez ça en écho. C'est extrêmement difficile aujourd'hui de comprendre un peu ce qui est en train de se passer. Donc là, on va avoir de plus en plus de mal à l'intégrer. Et puis, vous voyez des choses qui reviennent à la maison, c'est-à-dire le sport. Donc le travail est revenu à la maison, le sport revient à la maison, et on continue à parler chambre, salon et tout. Donc on voit bien que ce modèle-là. Et c'est, je pense, le point fort d'enseignes comme la vôtre, d'accompagner ce mouvement-là. Parce qu'entre ce qui est construit et la façon dont ça va être vécu, il y a un espace pour vous. En gros, le logement en France ne se renouvelle qu'à hauteur de 2% par an. Et on continue à produire encore aujourd'hui du logement comme au XXe siècle. C'est normal. 50% des logements neufs en France sont vendus à des gens qui ne vont pas l'habiter. C'est juste de la défiscalisation. C'est un drame. Parce qu'en fin de compte, il n'y a pas d'innovation. Ils s'en foutent. Le promoteur chez Nexity ou chez Bouygues, je les connais, c'est mes clients, ils n'en ont rien à foutre. C'est je vends le logement. Il ne va pas commencer à faire de la sociologie, essayer de comprendre ce qui se passe. Ce n'est pas son problème. Voilà. Et sur le pavillonnaire, c'est la même chose. Je ne veux surtout pas innover. Parce qu'éventuellement, je pourrais innover, mais ça va m'apporter des emmerdes et tout ça. Il y a plein de gens qui ont essayé d'innover. Non, c'est compliqué. Allez, je prends du truc et puis je vais garantir au mec que s'il me l'achète, il pourra le revendre pas cher ou pourra en revendre dans quelques années. Voilà. Donc on a aujourd'hui un blocage total par les acteurs traditionnels du logement, ce qui fait que ceux qui font bouger, ce sont les enseignes comme la vôtre. Aujourd'hui, si vous voulez écouter un discours intéressant sur le logement, il faut mieux aller chez Ikea ou chez Habitat ou chez Leroy Merlin. C'est là où j'ai entendu des choses les plus intéressantes que, en fin de compte, chez un architecte qui vous parle de volume. Le problème du logement, ce n'est plus du volume. C'est comment je l'adapte et qu'est-ce que j'en fais. Et vous êtes, vous, au cœur de cette mutation. Il faut bien le comprendre.
On dit bricolage, et c'est vrai que le bricolage, ça emmerde 95% des gens qui bricolent. C'est pas moi qui le dis, c'est le président de la chambre syndicale du bricolage qui m'avait dit un jour, mais François, c'est le bricolage plaisir, c'est du pipeau. On bricole quand on n'a pas le choix. Soit en gros parce que tu as ta femme qui, depuis 15 jours, t'emmerde en disant faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Donc le 15e jour, vous craquez, ou parce que vous n'avez pas de fric, donc vous décidez de le faire. Mais l'idée du bricolage, j'adore ça. Non, ça va, pipeau. Hein. Il y a peut-être 5% du mec qui adore le bricolage, et encore dans les 5% du mec qui aime le bricolage, il aimera éventuellement la plomberie, le papier peint, ou l'un ou l'autre, mais le mec qui connaît tout, c'est 0,1%. Hein. Faut bien être clair. Donc il y a pour vous un boulevard qui s'ouvre dans les années qui viennent, le gap entre ce qui est construit aujourd'hui et les aspirations des gens. Voilà. Mais bon, on ne va pas faire la stratégie de Weldom aujourd'hui, mais en tout cas, il faut bien comprendre que vous n'êtes pas du tout à côté de la plaque. Là, je vous ai mis le cinéma, un cinéma qui est sorti il y a un an, qui s'est ouvert à Los Angeles il y a un an. C'est le cinéma qu'a pris Tarantino, le réalisateur que vous connaissez tous, de Kill Bill et tout ça. Il a payé ses études de cinéma en étant caissier là. Voilà. Et le cinéma est tombé en ruine quasiment il y a 2 ans. Il l'a racheté. Simplement, il a compris que si vous voulez attirer une nouvelle population au cinéma, qui vont moins en moins au cinéma, il fallait réinventer. Donc, il n'a pas mis des sièges derrière des sièges. Il a mis des poufs. Et les gens s'organisent. C'est un cinéma. Mais on n'est pas sur les mêmes codes du cinéma. Alors, le mot n'a pas changé. Le mot est toujours là. Mais vous voyez bien qu'en fin de compte, quand vous avez une population de jeunes Américains avachis qui bouffent devant la télé, tout ça, pour qui le cinéma, c'est se retrouver, vous apercevez bien qu'on n'est pas dans cette logique-là, qu'il est en train de disrupter, de faire autre chose. Voilà. Donc on fait tout partout, tout sert à tout. Là, je vous ai mis un panneau d'affichage sur les abribus à Séoul. En fin de compte, c'est une affiche avec des codes barres. Vous mettez votre téléphone, vous consommez, vous vous faites livrer chez vous. Donc même aujourd'hui, un abribus, c'est l'équivalent d'une supérette de 300 mètres carrés. Donc si on continue à avoir une approche à travers les mètres carrés, on va avoir du mal. Vous voyez que les Starbucks sont dans les trains suisses. Donc comment je détermine un lieu, ça va être extrêmement perturbant. Et évidemment, en termes de stratégie de distribution et de consommation, c'est fondamental pour ce qui est en train de se passer. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on voit plein de lieux aujourd'hui qui arrivent. Le succès d'une chaîne comme Starbucks, c'était évidemment pas le café. Je vais bien jusqu'où vous arrêter parce que ça force la voix. C'était le Wi-Fi. Vous voyez aujourd'hui apparaître des Fab Cafés au Japon, en Allemagne, en Angleterre, avec des imprimantes 3D. Donc les gens sont en train peu à peu de découvrir l'imprimante 3D. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est l'imprimante 3D, j'imagine que vous connaissez tous. C'est cet outil qui permet de sortir, pas s'imprimer du papier, mais d'imprimer toutes les manières qu'on veut. Vous avez des démarches intéressantes. Levi's, par exemple, Levi's qui est en train aujourd'hui de séduire une nouvelle population dans un certain nombre de pays, parce qu'ils s'aperçoivent que le consommateur de Levi's, il a plutôt plus de 45 ans. Donc ils sont en train de monter des lieux qui ne sont pas des cafés, qui ne sont pas des ateliers de réparation de vélos, qui sont des lieux un peu mixtes, qui n'ont pas de nom, mais qui marchent du feu de Dieu. Alors pour l'instant, c'est de la communication, c'est-à-dire qu'on ne leur demande pas d'être rentable, c'est tout le temps plein. Le soir, il y a des concerts. C'est-à-dire que je vends de la convivialité, ça nourrit la marque, mais surtout, on voit les nouvelles pratiques. Et vous êtes une nouvelle population qui est en train de fréquenter ces lieux-là. Voilà. Et puis, on voit aujourd'hui plein d'ateliers qui sont en train de se faire, ou même des gens qui sont en train de dire, par exemple, UPS, j'ai une imprimante 3D, mais pourquoi vous envoyez votre clé, pourquoi vous envoyez ce document? Pourquoi vous envoyez une coque de téléphone? On va vous l'imprimer à la réception. C'est-à-dire, n'envoyez plus le produit. On va l'imprimer à la réception. Donc ça change la logistique. Par contre, le virage qu'ils ont pris, c'était il y a 2 ans, lorsque dans la station orbitale, ils ont cassé un tournevis. Très particulier. Sauf que dans la station orbitale, il y a une imprimante 3D. On leur a dit, on ne va pas vous envoyer une fusée, vous allez l'imprimer vous-même. C'est-à-dire qu'on est en train aussi de changer ça. C'est-à-dire qu'avant, on avait un système industriel qui était polarisé dans une usine, concentré, et on voit aujourd'hui qu'on a un éclatement. C'est-à-dire que l'ordinateur et le téléphone ont commencé à éclater le modèle du bureau de la centralité. C'était que le début de la révolution. La vraie révolution industrielle qu'on va vivre, elle est en train d'arriver. C'est-à-dire comment je vais éclater un modèle de production et comment je vais le repenser autrement. L'autre jour, j'étais en Suisse avec la ville de Genève, ils réfléchissent à la politique industrielle. Je leur ai raconté un certain nombre de choses que je vous raconte là. Et quelqu'un me dit non, les usines existeront, tout ça existera. Et il y avait une entreprise de fonderie, le patron était là, il est venu sur le plateau. Il m'a dit non, moi avant j'avais 8 mètres carrés, j'avais toute une usine, plus ou moins automatisée, mais qui prenait beaucoup de place. Il a dit moi dans les 5 ans, ce que je fais, c'est que je vais mettre les mini-fonderies chez mes clients. Alors c'est des clients qui sont en Suisse, qui sont en Allemagne et tout. Mais c'est-à-dire que pour lui, une usine, ce n'est pas quelque chose de forcément centralisé. Ça peut être quelque chose de délocalisé.
Il n'a pas licencié parce qu'il a fait faire autre chose aux gens qui travaillaient sur le site. Mais en tout cas, le modèle industriel est en train d'être un modèle plus ou moins éclaté et certainement pas un modèle unifié. Bon. Et aujourd'hui, vous avez des tas d'enseignes, vous avez Muji au Japon et tout, qui sont en train de faire de leurs magasins, mais ça, vous le connaissez aussi bien que moi, des laboratoires. Voilà. On le voit sur un exemple très clair où ça peut basculer vite, c'est sur la librairie. La librairie, en fin de compte, elle était complètement en train de se casser la gueule depuis un certain nombre d'années aux États-Unis. Et puis il y a quelqu'un qui s'est dit, mais pourquoi en fin de compte, la librairie, c'est très con. C'est plein de bouquins qui servent à rien en général, c'est 3 ou 4 000 références. Et puis j'y vais, je me déplace. Et le métier de libraire, c'est quoi? C'est de faire du stock, c'est de mettre des bouquins et de les enlever. Qu'est-ce qu'il fait? Il a mis juste les 200 bouquins qui se vendent très bien. Au centre, il a mis une vraie imprimerie, enfin une vraie imprimante. Vous arrivez avec tout votre clé USB, vous imprimez votre bouquin, vous repartez. Et pendant qu'elle s'imprime, vous allez prendre un café. C'est-à-dire qu'il réinvente la librairie en réinventant l'imprimerie. Il est en train de ramener, en fin de compte, de transformer la micro-imprimerie. La librairie est en train de devenir une micro-imprimerie. On va toujours dire que c'est une librairie, mais ça ne sera pas une librairie, ça va être un lieu de production. Et quand vous discutez avec les gens de Nike, aujourd'hui, ils vous disent très bien que dans 20 ans, il n'est plus question qu'ils fassent leurs chaussures dans les usines, en Chine et tout. Ils pensent leur magasin de demain autour du modèle de la chaussure individualisée. Ils auront toujours 40 paires qui se vendent, les modèles qui se vendent le mieux, tout ça. Mais le résultat, c'est de remettre des imprimantes 3D pour qu'en fin de compte, la personne dans le magasin veuille sa paire de chaussures adaptée à son pied, adaptée à tout ça. Donc on a eu un modèle qui était le modèle grosse industrie du 19e et du 20e siècle. On voit aujourd'hui qu'il est en train un peu de craquer de partout. Alors la prochaine étape, ça c'est la révolution qu'on a connue depuis 20 ans. Hein. Pourvu qu'importe le bureau du moment qu'on est connecté, voilà, tout le monde est connecté, les riches, les pauvres. Voilà. Et puis on rentre dans cette mutation industrielle qui est, en fin de compte, la troisième révolution, qui est je produis moi-même. C'est le mouvement des makers, c'est le mouvement des imprimantes 3D. En sachant quand même qu'il y a 2 ans, on a eu une révolution. Il y a comme 4 jeunes Américains qui, dans le désert d'Arizona, ont imprimé une voiture en 48 heures. Moi qui travaille chez Renault, je peux vous dire que ça a quand même fait un peu gloops. On leur a envoyé un Twizy. Ils nous ont imprimé un Twizy. Je vous mets au défi de reconnaître le vrai Twizy du faux Twizy. Alors, ils n'ont pas imprimé le moteur, hein, évidemment, mais la coque. Voilà. Mais vous imaginez, avant, une voiture, c'est 5 ans. Là, ils ont lancé un concours d'idées sur Internet. Ils ont retenu 3 modèles. Ils ont sorti un modèle. Le modèle est à chier esthétiquement. Il n'y a pas de problème. Je ne vais pas me battre là-dessus. Il est moche. Mais ce n'est pas le problème. C'est-à-dire qu'il a fallu 5 mois pour inventer une voiture. Vous imaginez l'histoire par rapport à quelqu'un qui travaille dans l'industrie automobile. Moi, c'est un de mes clients, Renault, donc je connais bien. Et rapidement, ils ont sorti d'autres modèles. Mais ça, ils sont à chier aussi, on ne va pas en parler, ils sont moches. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont surtout été installés des imprimantes 3D pour imprimer des voitures dans les universités. Vous imaginez le gamin qui apprend le Fordisme par son prof d'économie, il sort, il voit une imprimante qui s'imprime. Il va peut-être aller voir son prof d'économie en disant, je pense qu'on bascule de monde là. On change de monde. C'est-à-dire qu'on voit bien que là, ne voyez pas dans l'imprimante 3D juste une annexe, ne voyez pas juste quelque chose en plus et tout ça. Non, c'est fondamental pour, si vous réfléchissez au monde de la production, de la distribution de demain. Peut-être qu'un magasin demain, ça sera des imprimantes, ça sera des nombre de choses. Là, pour l'instant, un magasin, j'ai eu la chance, j'avais jamais mis les pieds dans un magasin Weldom parce que moi, le bricolage, ça fait quand même un peu d'eux. Donc, j'ai visité votre magasin témoin, je crois, là, qui est des tests. Bon, voilà, ça n'a pas changé depuis 50 ans, quoi. C'est une mercerie. Non mais c'est une mercerie intelligente. Non mais on est d'accord. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Moi, je suis une caricature de bobo parisien. J'habitais dans le Marais. J'ai souvent accompagné mon père dans les sols du Marais avec les clous, tout ça. Mais il y a un vrai plaisir. Moi, j'adore ça. Hein. Toucher les vis, j'adore. Je ne bricole pas, mais j'aime bien toucher les trucs et tout. Ça m'amuse. Mais voilà. Je ne dis pas que ça va disparaître, mais on comprend bien que ça ne va pas suffire demain. Qu'il va y avoir que les enjeux, ils vont être quand même obligés un peu de se repenser parce que tout le monde va pouvoir produire partout. Et juste, voilà, aujourd'hui, vous pensez le monde de la production comme ça, peut-être que le monde de la production, demain, c'est ça. Voilà. Donc, on est, si vous voulez, avant, en gros, le monde industriel, c'était l'Europe, les États-Unis, le Japon. Depuis une vingtaine d'années, on va dire que c'est la Chine aussi, vous déplacez le point rouge, mais on comprend bien qu'on a en germe, l'ancien modèle va toujours survivre. Tesla, il fait ses voitures aujourd'hui dans une usine robot, il n'y a que 15 salariés. Mais parallèlement, on voit qu'en Afrique, il y a plein d'usines, de micro-usines de voitures. Donc, le nouveau modèle ne va pas tuer l'ancien, mais simplement, on va avoir un rééquilibrage entre les acteurs. Voilà. Et il va falloir qu'on repense le monde un peu de façon différente, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est légitime pour faire de l'industrie, tout le monde peut produire à peu près partout. Voilà. Alors, c'est intéressant. C'est-à-dire que si le travail revient à la maison, on va regarder peut-être les pièces autrement. Le garage, c'est le cas. Aujourd'hui, ça, c'est les gens de Leroy Merlin qui me l'ont dit il y a 15 ans, ils me l'ont encore confirmé. La pièce préférée des Français, c'est le garage. Pourquoi ?
Parce que c'est une pièce qui n'est pas connotée socialement. Un garage en bordel, vous vous en foutez. C'est votre garage chez vous. Quelqu'un arrive chez vous dans votre salon, vous excusez, ah, excuse-moi, il est en bazar, ta, 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 ta. Sauf que le salon, déjà, il n'est plus un salon. Il y a la barre passée, il y a la console du gamin et tout. Donc, ce n'est pas le salon bourgeois. Et ça s'appelle toujours un salon. Il y a toujours un canapé, mais on voit bien que ça ne marche pas du tout comme ça. Et pourquoi les gens aiment le garage? Parce que j'y fais ce que je veux. Je n'ai pas besoin de copier un modèle qui existe. Je mets ma batterie, je mets ma moto, je mets ce que je veux. En Australie, c'est devenu la pièce des hommes. En gros, il y a eu un dialta qui s'est fait entre hommes et femmes en Australie, dans le pavillonnaire. C'est je te laisse la cuisine, tu me laisses le garage. Et les mecs picolent, ils regardent du rugby et tout. C'est pas forcément du haut niveau culturel. On s'en fout, on va pas porter de jugement là-dessus. C'est juste la pièce en plus. Au moins, le mec avec ses potes, il n'emmerde pas sa femme dans le salon. Aujourd'hui, vous arrivez dans votre salon, vous avez vos enfants, 4 gamins d'1,90 m avachis sur le canapé. Vous ne dites pas tu vas dans ta chambre. Non, c'est papa, tu vas dans ta chambre. Vous voyez que le rapport dans les espaces, dans les pièces, il est en train d'évoluer. Mais on a toujours cette terminologie. Voilà. Et ben, le garage, c'est la pièce la plus symbolique. Et quand ça, c'est un concours. Je suis désolé que les écrans soient pas plus grands. J'espère que vous verrez. Mais je vous la laisse la présentation. Hein, donc, j'imagine qu'elle va être diffusée et tout. Mais on avait fait un concours. Les gens nous avaient dessiné une maison, enfin voilà, la pièce à vivre, et puis en gros, ils imaginaient un conteneur en bas qui pouvait me permettre de faire ce que je voulais. C'est un peu ça aujourd'hui quand vous demandez à un gamin de dessiner le logement. La question, c'est est-ce que Weldon est en face avec ça? C'est ça la vraie question. Alors, je ne sais pas si c'est, mais je pense que ça fait partie du travail de génération que vous êtes en train d'engager. Mais on est bien sur ce truc-là. Et ça, c'est juste l'anti-haussmannien. Donc je me répète, on continue à construire de l'haussmannien alors que dans les imaginaires de la pratique, on ne fait plus d'haussmannien, quoi. Vous avez quand même un mariage sur 2 à Paris qui finissent en divorce, un mariage sur 3 en province. Je ne sais pas quel est le taux localement. Mais est-ce que c'est... Donc une chambre, c'est une fois, et il sert une fois tous les 15 jours. Enfin, toutes ces notions de pièces n'ont plus rendu. Et puis aujourd'hui, vous voyez arriver, là je vous ai remis la pub Sony qui date d'il y a une quinzaine d'années avec l'ordinateur. Mais aujourd'hui, vous allez dans des pays comme la Corée, vous avez déjà, on vous montre l'imprimante 3D dans votre salon. C'est-à-dire que vous avez eu l'ordinateur, il a mis déjà un beau bazar depuis 20 ans avec le téléphone, il a ramené le travail à la maison, les loisirs à la maison, et aujourd'hui on passe à la phase industrielle. C'est-à-dire que pour l'instant on ne faisait qu'une histoire d'écran, aujourd'hui on rentre dans l'étape production. C'est quoi le bricolage avec une imprimante 3D? Est-ce que demain je continue à vendre des tuyaux ou est-ce que je vends autre chose? C'est-à-dire que là on va bien voir qu'on va avoir un décalage, c'est-à-dire que le gamin, il va dire je ne peux pas l'imprimer ça, je ne peux pas faire ça. Moi, je le vois avec les gamins autour de... Là, ça s'appelle le Square, le site là où on est abrité par Renault. Ils ont des approches spatiales, des approches des techniques qui sont radicalement différentes. Voilà. Alors, c'est pour ça que je m'amuse souvent à présenter ce schéma-là. Là, je vous ai mis un pavillonnaire. Mais en gros, le pavillonnaire, aujourd'hui, enfin, le logement, c'est ça, c'est le séjour, la chambre, toutes les pièces petites, et puis le garage. Moi, je me dis, mais pourquoi demain, c'est pas ça? Évidemment, j'ai mis le mot garage par provoque. 5 minutes, il reste. 10 minutes, ça va, c'est bon. Voilà. C'est volontaire que c'est espace garage. Mais on comprend bien que ça, c'est le schéma qui, dans ma présentation, fait le plus parler en général. On vient me voir après en me disant « Ah, mais le garage, tout ça ». C'est-à-dire que tout le monde met ce schéma-là par rapport à ce qu'il a chez lui. Et il comprend bien que s'il pouvait pousser les murs et réorganiser autrement, il le ferait. Alors, depuis 20 ans, on achète un imaginaire qui est la roulette, ou le meuble pliant, en sachant qu'un meuble à roulette, il ne se bouge jamais, globalement, sauf pour passer l'aspirateur. Une chaise pliante ou dépliante, on la plie ou la déplie jamais. Soit elle est tout le temps pliée, soit elle est tout le temps dépliée, mais on va me faire croire, d'ailleurs, échec des lits qui se lèvent et tout ça, ça ne marche pas vrai. C'est pas vrai. Le modulaire, ça ne marche pas. C'est un imaginaire, mais ce n'est jamais pratiqué. Quand Renault a lancé l'espace Renault en 84, avec cette idée, je retourne mes sièges, je vous mets au défi d'un jour avoir vu un mec à un espace retourner les sièges pour piquer une couronne à la route. Jamais. Ah là, il y a l'exception. Mais gardez-le, lui, parce que vous êtes l'exception. En même temps, je pourrais dire que j'en ai rencontré un. Mais je veux dire, c'est l'exception. Juste, on achète un imaginaire. Ça fait 20 ans qu'on voit un imaginaire de modularité. Aujourd'hui, il va y avoir un vrai besoin de modularité. Il va y avoir un vrai besoin de faire évoluer beaucoup plus rapidement. Vous le voyez dans le magasin. Avant, vous faisiez un magasin, ça durait 10 ans. Maintenant, ça dure 5 ans. C'est qu'un cycle de magasin, c'est 3 ans aujourd'hui. Avant, vous faisiez un wagon de la SNCF pour 20 ans. Aujourd'hui, si vous le faites pas tous les 3 ans, il est considéré comme has-been et usé, et que les couleurs, tout ça. Donc les cycles de vie sont de plus en plus rapides. Et si on veut que ça soit à peu près supportable et que ça soit, en termes économiques, que ça soit viable, il va falloir inventer de nouvelles approches. Donc ça, c'est sur le logement. Après, on peut aller plus loin. On peut carrément même imaginer que le logement ne soit qu'un garage.
et qu'en fin de compte, on aménage son logement. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'on est en train de casser nos images. Voilà. Et c'est quoi la révolution? C'est qu'en fin de compte, Haussmann, il a fait quoi? La révolution industrielle, avant, la maison, vous aviez la ferme, on faisait tout dans la ferme, on mourait, on s'éduquait plus ou moins dans la ferme, il y avait toutes les générations et tout ça. Et puis il y avait le château. Voilà. Le modèle bourgeois a créé le logement qu'on connaît aujourd'hui. Donc on s'imagine que le modèle qu'on connaît aujourd'hui est vieux. Non, il a un siècle et demi. C'est le modèle bourgeois où je ne sers qu'à habiter. Ce qui fait qu'on a externalisé tout. On ne faisait rien à la maison qu'à habiter. Aujourd'hui, tout revient à la maison. Voilà. Et parallèlement, le travail, c'est exactement la même chose. C'est la révolution industrielle, c'est quoi? La révolution industrielle, elle a tout capté dans une usine. Aujourd'hui, la révolution industrielle, elle éclate tout, elle sort tout de l'usine. Donc vous avez ce double phénomène de reconcentration dans l'habitat de plein d'activités, ce qui ne veut pas dire que les stades ne vont pas exister, que tout ça ne va pas exister, que les cinémas n'existeront plus. Simplement, ce ne sera pas les cinémas qu'on connaît, ce sera d'autres cinémas. Aujourd'hui, le sport, je parle du sport. Moi, j'appartiens à une génération, quand on faisait du sport, on faisait les championnats départementaux, ensuite les régionaux, on arrivait au national si on n'était pas mauvais. 80% du sport aujourd'hui se fait en dehors du stade et en dehors d'une association sportive. C'est du footing n'importe où. Le sport, c'est partout. C'est plus dans une association sportive et c'est plus dans un stade. Qui va courir dans un stade? Les mordus qui font de l'athlétisme, 1%, même pas. Qui s'intéresse à la compétition? On s'en fout. Aujourd'hui, ce n'est pas être winner, c'est être finisher. Vous voyez, vous avez des déplacements comme ça culturels qui sont importants, ce qui veut dire qu'on va parler du sport aujourd'hui, mais on pourra en parler énormément, notamment par rapport au logement, par rapport à l'appartement. Mais ces modèles-là sont aujourd'hui, et le numérique n'en a été que l'avant-garde, on veut tout faire partout et on est en train de faire éclater nos systèmes. Bon. Alors la révolution suivante, elle va être simple. Hein. Elle va être simple, c'est que parallèlement, je vais passer très vite. Combien il me reste de temps, tu me dis? 5 minutes. Alors on va essayer d'être concret. On a une révolution industrielle. Il y a des gens qu'il faut toujours regarder, en tout cas moi que je regarde depuis une trentaine d'années que j'exerce mon métier, c'est les Américains, l'armée américaine. Ceux qui ont inventé le radar, ceux qui ont inventé Internet, ceux qui ont inventé un certain nombre d'éléments. Toutes les applications que vous avez sur votre téléphone, globalement, ça a été testé plus ou moins par l'armée. Bon. L'armée américaine, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, quand la Russie est tombée et puis qu'ils se sont pris une tôle à Mogadiscio, la fameuse chute du fond noir, je ne sais pas si certains ont vu le film, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus faire la guerre de la même façon. Donc ils se sont dit, on arrête les casernes, on arrête les ports, on va tout faire mobile. Ils ont donc tout repensé leur système de distribution de l'armée différemment. D'abord, les aéroports aujourd'hui, ce sont des tentes gonflables, c'est des conteneurs, ça pilote un drone. Aujourd'hui, 40% de la flotte américaine, c'est des drones. Ce sont des bases que je monte de plus en plus vite et que je démonte de plus en plus vite. Donc, il y en a 200 en gros en Afrique, qui restent 15 jours, qui disparaissent. Et puis, c'est des angles de mobilité, c'est-à-dire que je ne fais plus de port, je fais des bateaux qui deviennent des ports. Donc, le bateau, je le coule, je mets un hydroglisseur, je le relève. Et quand l'hydroglisseur doit sortir, je coule le bateau. Et puis, l'hydroglisseur part. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils ne pensent plus en fixe, ils pensent tout en modulaire. Parallèlement, ce qui est intéressant, ce sont les images pour vous donc, qui sont à droite, c'est qu'ils ont dû faire la guerre dans un pays où il n'y avait pas de mer. Pour eux, c'était un drame. C'est la première fois que les États-Unis, c'est l'Afghanistan, pour la première fois, ils faisaient la guerre dans un pays qui n'a pas de mer. Ce qui veut dire que ça coûte très cher d'alimenter les personnes. Un militaire américain en Irak, il coûte 500 000 $ par an. Un militaire américain en Afghanistan, il coûte $1 million. Donc on leur a dit, les garçons, c'est bien, mais vous allez apprendre à vous débrouiller tout seul. Donc vous allez produire vous-même des pièces. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à mettre des conteneurs avec des imprimantes 3D intérieures. Ils ont bossé avec qui? Ils ont bossé avec les gens de Local Motors, ceux qui ont imprimé la voiture. Donc vous avez des croisements qui sont en train de se faire. Vous apercevez que peu à peu, les gens de Local Motors se disent « Mais pourquoi une usine aujourd'hui, ce n'est pas mobile ?» Non seulement c'est éclaté, mais ça peut être mobile. Pourquoi je ne mets pas une usine dans un conteneur? Donc ça fait penser, voilà. Quand vous comprenez que les camions vont être de plus en plus autonomes, ce qui va être un drame social très important, aux États-Unis, aujourd'hui, il y a plusieurs camions qui marchent comme ça en automatique, ça va être un drame social parce qu'aux États-Unis, il y a 3,8 millions de chauffeurs. Hein. Donc ça veut dire 3,8 millions de familles qui vont être impactées si les camions sont autonomes. Donc le drame social, il va être réel. Mais ça veut dire quoi là? Est-ce que je regarde un camion autonome là, ou est-ce que je regarde une usine mobile de demain? Parce que qu'est-ce qui fait que demain, je ne peux pas m'empêcher que à l'arrière du camion, je mette des imprimantes 3D et que je fasse de la production, si tout doit être mobile? Donc comment je regarde demain comment je regarde les camions demain? Comment je pense la logistique? Comment je pense la production? Est-ce que je continue sur du fixe ou est-ce que je continue à penser autrement? Voilà. Et puis cette révolution-là, vous allez la voir très rapidement,
parce que la voiture autonome, je vous ai mis là-haut, ça c'est une campagne pour les chemins de fer suédois il y a 5 ans. En gros, on disait la meilleure façon de voyager, c'est quand même de prendre le train parce que vous ne pourrez jamais travailler, jamais picoler. Ça, c'est des campagnes, si on est raisonnable. Ça, c'est une campagne Volvo, donc toujours suédois, même si ça appartient aux Chinois, mais c'est Volvo, c'est suédois. Voilà. Et c'est en gros des trains de voiture que vous pouvez voir en Suède, où en gros, vous mettez un camion et puis vous pouvez lâcher le volant. L'avantage du train avant, il était clair, je pouvais faire autre chose, mais demain, la voiture, ça va devenir une pièce. C'est-à-dire qu'on a une vraie révolution qui est en train de se dessiner, c'est que la voiture ne sera plus une voiture, ça va être une pièce. La voiture autonome n'est pas un problème automobile, c'est votre problème. C'est la chambre de bonne mobile, c'est le bureau mobile. C'est-à-dire que demain, quand les gens penseront habiter, ils penseront voiture. Il n'y a pas d'un côté l'habitat et puis de l'autre côté le transport. Déjà, le téléphone mobile vous a montré que vous pouviez tout faire partout. La voiture autonome, c'est un téléphone mobile sur roue. C'est-à-dire que c'est un espace. Quand vous regardez les travaux de prospective qui sont faits, ça c'est une boîte IDEO qui est installée aux États-Unis, ils vous disent c'est quoi un bureau demain? Ils vous disent c'est un hangar où en gros vous pourrez louer des unités, vous vous regroupez dans un endroit, vous faites un bureau temporaire et puis vous rééclatez le modèle. Ça ne veut pas dire que le bureau traditionnel va disparaître, mais ça veut dire que les gamins, ça ils vont vite accepter. Quand la voiture va se banaliser, ils vont penser une voiture autrement. La voiture, il a quand même fallu 40 ans pour qu'elle bouge. Regardez la première Ford T, on ne change rien dans un premier temps. On enlève simplement les chevaux, puis on met un moteur. Mais la première Ford T, on dirait une carriole. L'espace de la Ford T, c'est une carriole. Il a fallu un certain temps pour abaisser le volume et tout ça. Aujourd'hui, on vous propose des voitures autonomes en disant « Regardez, on vous montre encore des voitures. » Ça, c'est pour occuper les industriels de l'automobile et tout ça, c'est pour assurer. Mais non, la voiture demain, à partir du moment où elle sera autonome, ne sera plus une voiture. Et dans 20 ans, j'espère ne pas me tromper, peut-être que vous vous souviendrez de ce que je dis, ça sera des pièces mobiles qui passeront. Donc, notre rapport, c'est quoi habiter demain? On voit bien que c'est ça, déjà. La voiture est déjà surinvestie, ça sera encore plus vrai demain. Vous l'avez pour les bureaux, vous l'avez éventuellement pour les livraisons, pour des tas de systèmes. Bon. Et là, je vous refais le schéma. Avant, la voiture, elle permettait d'aller d'un endroit à l'autre. Demain, la voiture, elle va servir à tout. Demain, pour bien me faire comprendre, je cite souvent cet exemple, demain, ça sera un bésodrome volant, un roulant. Vous aurez sur le périph' à Paris des mecs où les trucs seront fermés. Qu'est-ce qu'ils font dedans, les gens? Ils s'envoient en l'air. Donc, ce n'est pas une voiture, c'est une chambre. Voilà. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est que là, on va nous emmerder, on va nous dire il y a des accidents, c'est pas... OK, mais la révolution industrielle, ce n'est pas faite en 10 ans. Les usines, les machines ne sont pas faites. Voilà. Mais on voit bien que ça change et qu'on est en train de basculer. Donc, c'est quoi une rue demain? C'est comment je pense l'espace demain? C'est quoi une voiture demain? On voit bien. Et puis, vous avez aujourd'hui déjà des systèmes de livraison autour de ça. Et l'autre révolution qui est en train d'arriver, qui est en train d'accentuer ça, c'est le drone. Voilà. Parce que le drone, aujourd'hui, on nous dit c'est le drone, c'est soit pour les loisirs. Non, le drone, demain, on aura tous un drone. Dans notre téléphone, dans notre poche. Voilà. On a tous un téléphone, on a tous un ordinateur. Bon, il y a 20 ans, on me disait personne n'aura de téléphone mobile, on a tous un. Bon, voilà. Ça, le drone va faire partie de ces... Voilà. En tant que mobile connecté, on aura un petit drone. Déjà, depuis la semaine dernière, sur le site de Mac de Apple, vous pouvez acheter ce petit drone. Voilà. Vous avez des gamins qui travaillent aujourd'hui sur des petits téléphones drones, vous enlevez, le drone, il sert à un drone. Voilà. Donc, vos yeux vont être volants demain. Vous allez fréquenter les choses autrement. Vous êtes équipé, vous serez connecté, vous avez des objets. Vous apercevez que les Chinois ont déjà intégré ça en matière d'urbanisme. C'est-à-dire que sur le plan de Shenzhen, on met le bus, on met le car, on met tout ça, le train, et puis on met les plans de drone. Voilà. Ce qui veut dire, c'est quoi un logement demain? Ça veut dire pas de livraison, pas de balcon, pas de livraison. C'est quoi? Est-ce que demain, je fais encore des parkings? Comment je rentre dans un immeuble demain? Le drone, c'est l'ascenseur plus la voiture. Et quand Ford était, il y a un mois, au Salon de Genève, présenter ses concepts de car, ils ont présenté ça. Ils ont présenté un camion qui fait la livraison automatique. Mais il arrive où? Il arrive dans un logement, le truc. Elle est où l'entrée demain du logement? Elle est encore en bas, elle est encore dans le parking, ou elle se fait par des terrasses, ou elle se fait par ça? Et ça, c'est la voiture. Vous avez bien vu que la voiture et l'ascenseur ont changé le logement. On est au début. Regardez les drones différemment maintenant. Là, on est en train de nous enfumer, on ne nous montre pas les vrais enjeux de drones. On nous dit que c'est pour les militaires, pour les loisirs, pour les sportifs. Ouais, non, c'est une vraie révolution. Ça va radicalement changer la façon de penser l'habitat, évidemment. Voilà. Alors, en gros, depuis 20 ans, on a connu la révolution autour de ça. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que la révolution de demain, elle est en train de se faire autour de ça.
Ça va pas tuer la basket, le Wi-Fi, le téléphone et l'ordinateur, mais on va rentrer là-dedans, la voiture autonome, l'imprimante 3D, le drone et la réalité virtuelle. Et quand vous faites des concours auprès des gamins, ce qui a été mon cas récemment, en disant c'est quoi, dessine-moi une mine de main, ils vous dessinent un individu autonome, avec un drone, avec des téléphones. Ils vous expliquent que l'industrie demain, je ne dis pas que c'est ça, elle va être ventilée dans l'habitat. Je suis désolé, hein, les schémas sont un peu étroits. Ou alors ils vous dessinent des choses comme ça. J'ai réinvesti le parking comme un lieu de production, comme un lieu de consommation. Voilà. Donc on voit bien qu'on est à la fin d'une histoire et que le terme d'habiter tel qu'on l'utilise traditionnellement est en train de se casser la figure. Je voulais vous remercier de votre écoute et puis je suis à votre disposition pour en parler. En tout cas, merci beaucoup de votre écoute. Merci à tous. My way, you are the one thing in my way. You are the one thing in my way.